Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smartimo. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser à l'aménagement et la construction de la ville durable avec l'exemple du Val d'Oise, la Cémavo. Ensuite, direction le hors-site, comment construire des chambres d'étudiants sous forme de modules. Et enfin, un matériau novateur pour le BTP, une brique qui se recycle. Smartimo, c'est parti. Dans Smartimo, on part du côté du Val d'Oise pour voir ce qui se passe dans les transitions de ce département avec notre invité. C'est un expert, c'est le nouveau directeur général de la Cémavo, Nicolas Lécuyer. Bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre vos fonctions en tant que nouveau directeur général, je le disais. Vous succédez à Eric Rinker, qui a fait 26 ans à la tête de la Cémavo. Alors, comment abordez-vous cette transition ? Avec confiance, envie, engagement. Alors d'abord, vraiment un salut très amical et un hommage à tout le travail qu'a fait Eric Rinker et qui a pris une société qui perdait de l'argent il y a 25 ans et qui a réussi à redresser et à en faire une société même aujourd'hui en bonne santé, très efficace, qui tourne très bien, certifiée ISO 9001, etc. Donc ça, c'est le premier gage de confiance et d'engagement. Maintenant que cette société a des moyens, il faut les réinvestir et prendre la roue des politiques publiques locales. Rappelez-nous ce que fait la Cémavo, justement. Alors, la Cémavo est un aménageur, donc ça veut dire qu'historiquement, elle a développé dans le Val d'Oise des opérations d'aménagement, des parcs d'activités, des opérations de logement, et voilà. Cette opération, cette activité, comme on le voit dans d'autres territoires, est un peu en ralentissement. Voilà, l'aménagement historique tel qu'on l'a pratiqué en étalement urbain. Oui. Voilà, le ZAN est passé par là, le zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, on doit construire de manière plus sobre. Exactement. Et en utilisant des réserves de foncier. Alors, les réserves, oui, sauf que ces réserves, précisément, on essaye de les protéger de l'artificialisation. Donc, il faut trouver d'autres paradigmes, d'autres manières de faire l'aménagement, notamment en restructurant l'existant, en densifiant, en intensifiant ce qui a déjà été artificialisé. Et ça demande une technicité nouvelle, ça demande beaucoup plus de temps, de concentration, de partenariat aussi. Donc, c'est une nouvelle manière de faire, et c'est ça que je vais m'employer à mettre en œuvre maintenant à la Cémavo, pour vraiment arrimer la Cémavo aux attentes des collectivités. Alors justement, on dit, vous avez raison, que souvent que 80 voire 90% de la ville est déjà construite. Justement, comment vous allez vous insérer dans le grand plan stratégie territoriale Val d'Oise 2040 ? Alors, la première chose, c'est, comme je viens de le dire, d'arrimer la Cémavo aux collectivités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un lien va être à établir de façon quasi quotidienne, en tout cas dans un vécu quotidien avec le département actionnaire. Jusque-là, la Cémavo finalement travaillait peu pour le département. Voilà, c'est comme ça, c'est le produit de l'histoire. Et encore une fois, je le disais, Eric Rinker, précédent directeur général, a beaucoup œuvré pour que la Cémavo se redresse financièrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup d'opérations immobilières ont été engagées par la Cémavo. Oui. Donc en fait sur le marché privé. Ce qui naturellement a laissé un peu moins investi le lien avec les collectivités, notamment le département. Donc ma première mission, c'est vraiment de reprendre une attache très proche avec le département, les élus, les dirigeants de la collectivité, pour que l'outil Cémavo soit l'outil privilégié du département. Un exemple, l'énergie. Le département du Val d'Oise se sait très en retard sur le mix énergétique renouvelable, 8%. Oui. 8%, c'est la proportion d'énergie renouvelable dans l'énergie consommée dans le Val d'Oise. Il faut donc investir, il faut développer, il faut s'attaquer maintenant à bras-le-corps à cette question. Et la Cémavo est un outil, elle a les moyens d'investir. Ça passe par quel projet concrètement ? Alors, un exemple, là encore, une ferme solaire photovoltaïque au sol que nous développons dans une commune du Val d'Oise avec la communauté d'agglomération Plaine Vallée. Qui est venu chercher la Cémavo en disant, écoutez, là moi j'ai un projet, 8 hectares, je peux installer 8 mégawatts de production d'énergie pour avoir une idée, ça représente la consommation annuelle de 4000 foyers. Donc c'est vraiment significatif, et là il y a besoin de moyens, il y a besoin d'ingénierie, il y a besoin d'investir, le Cémavo est là pour ça, et c'est parti, c'est un projet là que nous sommes en train de monter. Le Val d'Oise connaît de profondes mutations, que ce soit territoriale, environnementale, vous en avez parlé. Quels sont les autres principaux défis pour les années à venir selon vous ? Alors, on parlait d'une nouvelle manière de faire l'aménagement. Donc, notamment, on va s'employer maintenant à réaménager. Un exemple, c'est les parcs d'activité. Vous savez que le Val d'Oise est une terre d'activité, un département qui a un développement économique très fort. La plateforme de Roissy n'y est pas pour rien. C'est un véritable
moteur, une véritable locomotive pour le développement économique et la création d'emplois. On parle beaucoup des emplois qui disparaissent, on parle quasiment jamais des emplois qui se créent, et il s'en crée beaucoup dans le Val d'Oise. Donc il faut bien accueillir les entreprises, mais sans s'étaler. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'existant et on l'intensifie, on le densifie, on le restructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terrains qui étaient libres un peu, les petites portions, là, par-ci par-là, dans les zones d'activité, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut là y développer des nouveaux bâtiments pour accueillir les entreprises. Les bâtiments existants, est-ce qu'on peut les densifier, les surélever? Oui. C'est pas facile quand on est en périphérie. Le marché locatif ne permet pas, avec les niveaux de loyer, de payer ces travaux qui sont chers de surélévation. Mais petit à petit, on arrive à convaincre les uns les autres qu'en fait, c'est la seule manière de venir s'implanter là. Et les entreprises veulent venir là parce qu'elles sont proches des infrastructures, proches du marché, proches de Roissy. Voilà, ce sont des vrais attracteurs de développement économique. C'est vrai que c'est un pôle d'attractivité extrêmement dynamique. Il y a aussi votre métier d'aménageur qui doit évoluer, bien évidemment, notamment en prenant en compte les exigences de sobriété foncière, on en a parlé, mais également de transformation, de changement climatique. On le sent ces derniers jours, il va faire chaud, il va faire même de plus en plus chaud. Comment on adapte aussi la ville à ces transformations? Alors c'est un véritable défi, c'est un débat maintenant qui est dans toutes les têtes de tous les aménageurs. On ne peut plus faire l'impasse, on ne peut plus faire autrement, on ne peut plus ignorer ça. Donc ça veut dire que dans les projets qu'on développe, on est attentif à la protection de la biodiversité, à la masse végétale, préservée. Quand on réaménage un endroit, on n'abat pas les arbres, Oui. le moins possible. S'ils sont vieux, oui, bien sûr. Il vaut mieux un arbre jeune qu'un arbre vieux, ça consomme plus de carbone. Mais on est aussi très attentif au couvert végétal. Voilà, on plante des arbres dans les parkings, ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà. On est attentif aux continuités écologiques dans les projets qu'on déploie. Et on est attentif aussi quand on artificialise un petit peu, parce qu'on est quand même parfois obligé de le faire pour que le projet se réalise, c'est le moins possible et le plus intelligemment possible, justement pour préserver ces continuités non artificialisées, les trames vertes, comme on appelle ça Bien sûr. régulièrement. Un mot justement sur la crise du logement. Elle n'est pas, bien évidemment pas les zones d'attractivité, le Val d'Oise, même si c'est un grand territoire. Là aussi, on a une pression. On a aussi, on sent du côté du marché locatif, certains logements, passoires thermiques qui ne peuvent plus être loués. Là aussi, vous avez un rôle à la CEMAVO pour créer et aménager la ville de demain. Comment on répond à ces enjeux? Alors, justement, aménager la ville de demain, en fait, c'est la réaménager. C'est partir de l'existant et donc c'est retrouver dans certaines zones urbaines un peu moribondes, plus attractives, où il y a de la vacance, où il y a des désordres techniques, où il y a des bâtiments vétustes. Oui. C'est réinvestir ces zones, et ça demande beaucoup d'ingénierie, parce que le modèle économique ne va pas de soi. C'est tellement plus simple de prendre un terrain vierge où il n'y a rien, Bien sûr. de construire un immeuble et de le vendre. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde sait faire et ça tourne bien économiquement. Par contre, d'aller sur un terrain qui a déjà de la valeur, où il y a déjà de l'immobilier existant, et puis faire beaucoup de travaux, et le revendre, le remettre sur le marché, mais à des prix pas très différents de ceux auxquels vous avez acheté. Ça, c'est difficile. Donc ça demande des talents d'ingénierie, ça demande un soutien de la collectivité publique, ça demande du financement public. C'est quasiment impossible de faire ça sans. Et donc là, le rôle de la CEMAVO, il est d'amener les solutions. Et évidemment, après, de les mettre en œuvre, d'être l'outil, l'opérateur qui fait ça, avec en plus les moyens d'investissement dont je vous parlais. Et ça donne aussi la possibilité, par exemple, quand une opération est aux franges du marché, on peut, nous, être investisseur sur la première opération, pour montrer au marché que oui, c'est bon, ça sort, c'est possible. Il y a énormément de choses à faire. Le nouveau directeur général de la CEMAVO, on vous souhaite un bon mandat et on vous dit à très bientôt, Nicolas Écuyer. Merci d'être passé par Smartimo et à très bientôt. Dans Smartimo, tout de suite, on s'intéresse au hors-site avec le pape du hors-site en France, c'est Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous venez nous voir en tant que président fondateur de Zen Modular. On va voir comment cette construction en module, elle peut être peut-être moins chère et plus durable. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Zen Modular ? Oui, alors on a créé en fait Zen Modular pour s'intéresser à un marché particulier qui est le marché de tout ce qu'on va appeler résidence gérée, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles on a un nombre de chambres répétitives, Oui. comme des chambres étudiants, des EHPAD, des hôtels, des logements pour les saisonniers ou encore les logements pour les salariés, des grands chantiers. Par exemple, pour construire un EPR, aujourd'hui, il faut 10 000 ouvriers pendant 10 ans. Où est-ce qu'on les loge ? Eh bien, nous essayons d'apporter une réponse à cette question-là. Quand on regarde, par exemple, le marché de l'étudiant, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a une chambre étudiant qui se libère dans un Crous, il y a 16 étudiants en compétition. C'est-à-dire qu'il y a 15 étudiants qui ne seront pas logés. Ouais. Et donc, le gouvernement a pris conscience de cet état de fait et a
débloqué 5 milliards d'euros pour construire 75 000 chambres étudiants. Et donc, Z Modular, finalement, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons conçu en design thinking des chambres pour les étudiants, pour les seniors, pour les saisonniers. Et ces chambres, nous les fabriquons en usine sous forme d'une grosse brique de Lego qui fait une vingtaine de mètres carrés. Tout est complètement équipé. Ouais. Il n'y a plus qu'à les raccorder, Alors les installer justement, sur le c'est chantier. très bien optimisé parce que dedans, ça paraît plus vaste. On a eu l'occasion de les visiter, notamment sur le dernier Batimat. Mais vous avez prononcé un mot, j'y reviens, Pascal. Design thinking, c'est quoi exactement? Alors en fait, design thinking, c'est une méthode d'innovation qui prend en compte les usages. C'est-à-dire qu'on va d'abord partir finalement du besoin des étudiants ou des seniors. Donc on va réunir un groupe d'experts et essayer de concevoir finalement la meilleure chambre pour un étudiant aujourd'hui. D'ailleurs assez amusant parce que par exemple on s'est rendu compte que les étudiants aujourd'hui, figurez-vous qu'ils cuisinent. Ils cuisinent parce que phénomène Top Chef, la bonne bouffe, on a envie de manger bien, etc. Donc on se suffit plus d'avoir une petite plaque cuisson, il faut une cuisine équipée. Et donc c'est vraiment tous ces éléments qu'on va prendre en compte pour essayer de concevoir la meilleure chambre. Alors nous, par exemple, on a tourné 500 plans dans un module qui fait à peu près 18 mètres carrés. Ouais. Il y a déjà eu plusieurs versions d'ailleurs. Hein, de Exactement. Et alors en fait, quand on a fait, on va dire, les premiers plans qui nous ont bien plu, après avoir tourné 500 fois, eh bien on a fabriqué une chambre. Et cette chambre, on l'a fait visiter. Donc, il y a plus de 800 personnes qui sont venues visiter cette chambre. Et en fait, on se nourrit des retours des gens qui viennent visiter. Donc, il y a eu bien sûr des étudiants, des exploitants, des architectes, des promoteurs. On se nourrit de ça pour finalement faire évoluer le produit et être capable de mettre sur le marché un produit qui va avoir un rapport qualité-prix absolument incomparable avec ce qui existe aujourd'hui. Ah oui, une chambre étudiante, donc une chambre résidence senior fabriquée en usine. Alors question Pascal, sous l'angle financier, est-ce que c'est plus intéressant de faire du hors-site, de fabriquer tout ça en usine ou faire de la construction classique? Alors aujourd'hui, on voit quand même un engouement vers la construction hors site parce que tout simplement, sur le chantier, c'est de plus en plus difficile. Donc on voit des promoteurs, on voit des bailleurs sociaux, on voit des entreprises aller de plus en plus vers la construction hors site. Mais une de leurs craintes, effectivement, c'est d'avoir un prix intéressant et en tout cas compétitif avec ce qu'ils savent faire sur le chantier. Et c'est tout à fait possible. En règle générale, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les acteurs vont vers la construction hors site, mais sans vraiment changer leurs habitudes. En gros, c'est l'architecte qui va concevoir la résidence. Quand il va concevoir la résidence, il va aussi concevoir la chambre. Et du coup, la chambre, c'est un véritable prototype qui est différent à chaque fois. Ouais. Et si on veut la fabriquer en usine, c'est pas du tout efficace. Tous les produits que nous utilisons, nous, en tant que consommateurs, nos ordinateurs, nos téléphones, etc., ils sont conçus en design thinking. Pour nous, ils nous satisfont pleinement et quelque part, ce sont des éléments standards que les industriels vont apprendre à produire de manière efficace. On a fait la même chose pour les chambres. Et ça nous permet d'arriver sur le marché avec des produits de très très grande qualité qui vont nous permettre de construire des résidences beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on divise largement par 2 le temps de construction. Ça veut dire que, par exemple, on va être capable de gagner 1 an sur la livraison de la résidence. Et ça va nous permettre de faire des économies. Donc, au global, nous, on vient de mener une étude qui est disponible d'ailleurs, qui montre qu'on est moins cher que de la construction traditionnelle. Et oui, réduction, donc moins de temps, ça veut dire réduction des frais financiers, réduction des aléas aussi, et puis les temps de chantier et les nuisances également. C'est ça. Alors, vous imaginez, si il faut 2 ans pour construire une résidence, par exemple, de 200 chambres en plein cœur de ville, nous, on va la construire en moins d'1 an. Et on va avoir besoin de moitié moins d'ouvriers sur le chantier. Donc, c'est-à-dire moitié moins de camionnettes, moitié moins de nuisances. On n'a plus de marteaux-piqueurs, de poussière, de bruit, etc., etc. Donc, ce sont des chantiers qui sont beaucoup plus sereins. Et puis, effectivement, les chambres étant fabriquées en usine, elles arrivent sur le chantier prêtes à être utilisées, 0 réserve. Quand vous achetez votre voiture, Fabrice, on ne vous livre pas votre voiture en vous disant, voilà, il y a une petite liste de 200 réserves là. Le siège passager, il est bleu parce qu'on n'a pas eu le noir, mais vous allez repasser dans 15 jours. C'est comme ça qu'on nous livre nos bâtiments aujourd'hui. Ouais. Donc, nous, les chambres qui arrivent sur le chantier, elles sont 100% terminées. Elles sont plug and play, utilisables immédiatement. Ça veut dire que 100% des chambres vont être utilisées immédiatement. Ça va améliorer le bilan financier de l'exploitant.
Et puis le bilan financier également de l'investisseur parce qu'il va améliorer son TRI, son taux de rendement de l'argent, parce qu'il va faire tourner ses chantiers beaucoup plus vite. Eh oui, on gagne des points évidemment. Alors on finit avec Zen Modular. Où est-ce que vous en êtes? On se dit que voilà, une telle solution est promise à un bel avenir. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors en fait, on a commencé, c'est un projet que je porte depuis plus de 10 ans, Oui. qui est vraiment un projet au début qui était assez disruptif, puis en fait on s'est rendu compte que il fallait pas chercher à être disruptif dans ce monde de l'immobilier et de la construction, c'est un monde complexe. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment si vous n'avez pas de terrain. Terrain, c'est très difficile à trouver. Et vous ne pouvez donc pas non plus construire si vous n'avez pas de permis. Et c'est encore plus difficile d'avoir un permis que de trouver un terrain. Et ça, ce sont les gens de l'immobilier et de la construction qui savent le faire. Donc en fait, on se positionne comme étant un apporteur de solutions. Et donc avec nos petites briques de Lego, finalement, on va leur permettre de faire mieux. Et aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de projets dans le pipe. On en a 3 qui sont en dépôt de permis de construire pour à peu près 300 chambres. Et au total, on mène à peu près 3000 chambres devant nous. Et ce qui est très important, c'est que Zen Modular ne fabrique pas ces chambres. Zen Modular a créé un réseau de partenariat avec 4 fabricants français qui sont répartis sur tout le territoire. On construit local. Exactement, on construit local au plus proche possible des chantiers. Et surtout, ces industriels, ils existent déjà depuis de nombreuses années. Et quelque part, ils ont accepté d'être nos partenaires. Ils sont même rentrés au capital de Zen Modular pour finalement être notre force de frappe. Et donc, ils possèdent 6 usines et ils ont une capacité de production de 5000 modules. Et ça, c'est très rassurant pour un maître d'ouvrage qui voudrait aller vers de la construction modulaire parce que, quelque part, ça va lui permettre d'avoir la certitude que son opération sera livrée en temps et en heure parce qu'on a une grosse force de frappe. Ah bah voilà pour cette construction hors site qui se développe grâce notamment à Zen Modular. Pascal Chazal, merci. Merci Fabrice. Président fondateur de Zen Modular, et à très bientôt dans Smartimo. À très bientôt. Et nous parlons innovation à impact à présent dans Smartimo, une innovation autour de la brique, matériau crucial évidemment pour le monde du BTP et de la construction. 2 invités avec nous en plateau, Franck David qui est le président fondateur de Cavic. Bonjour Franck. Bonjour. Et à vos côtés, Tommy Bouillon qui vient du Québec nous présenter la société Brick Recycle dont il est le président et fondateur. Bonjour Tommy. Bonjour. Merci d'être là messieurs. Un mot Franck de cette plateforme qui est Cavic, qui est une plateforme dont la raison d'être est de détecter et diffuser de l'innovation en matériel pour les mondes du BTP et de l'industrie, c'est ça Franck? Oui, toujours du matériel en général unique au monde, qui est fabriqué par des PME étrangères. On est leurs représentants en France pour les distribuer, les louer, assumer leurs services après-vente, et toujours du matériel pour améliorer les conditions de travail et la productivité. On est vraiment spécialisé dans les travaux manuels pénibles qu'on veut essayer de mécaniser à chaque fois. Diminuer la pénibilité dans ces métiers de l'industrie et du BTP, c'est ça Franck? En mécanisant le travail, en évitant le travail manuel pénible avec les vibrations, la poussière, tout ce qui est rébarbatif et tout ce qui est dangereux dans les métiers du BTP ou de l'industrie. Et à ce titre, le Québec est donc une terre d'innovation. Tommy, je me tourne vers vous. Vous et vos partenaires, les cofondateurs de Brick Cavic, vous avez mis en place cette innovation il y a un peu plus de 4 ans maintenant, je crois. Quel est le constat de départ que vous avez dressé dans le monde de la construction au Québec qui vous a conduit à imaginer cette machine et à quel besoin est-ce que cette machine répond aujourd'hui? La petite histoire de Brick Recycle, ça part à la base, je suis un entrepreneur en maçonnerie, donc en réfection de maçonnerie, de bâtiments dans la région de Montréal depuis une vingtaine d'années. Puis la valeur des coûts de construction était très bas. La brique coûtait pas cher, puis ça coûtait pas cher enfouir de la brique. Fait que tout notre parc immobilier est très vieillissant à cause du climat. Donc, c'était la mode de tout jeter, recommencer avec de la brique neuve. On faisait ça projet par projet jusqu'à temps que les coûts de main-d'œuvre montent, les coûts d'enfouissement montaient. Puis, les gens n'avaient plus les moyens de faire des travaux majeurs. Fait que là, nous, l'objectif ultime, c'est d'inventer une machine qui nettoie, qui dégarnit le mortier de la brique, d'emmener comme une petite usine près des chantiers pour réussir à pas tout jeter puis recommencer. Fait que notre enjeu, c'était réellement de garder la brique d'origine du bâtiment, à le réinstaller sur le même bâtiment. Vous avez été le premier utilisateur de votre machine, j'imagine. Oui. Parce que vous êtes aussi président d'une maçonnerie Graton, c'est ça? Exactement. On est un peu une sorte de laboratoire au Québec avec les gels et dégels. On a un parc
qui a beaucoup besoin d'entretien. Donc, on est un peu avant-gardiste. On a l'expérience que peu de pays ont. Donc, notre technologie au Québec, ça fait 4 ans qu'elle tourne sur des bâtiments. Puis aujourd'hui, on est dans à peu près, je dirais, une soixantaine de chantiers annuellement avec nos machines au Québec. Et concrètement, ça a permis de faire baisser le coût d'un chantier. C'est ça la première mesure, en fait, j'allais dire de la pertinence de cette innovation, Tommy? Ben, il n'y a que des avantages parce que manipuler la manutention de briques, exemple, 20 000 briques à sortir d'un chantier, Hein. 20 000 briques en rentrée, versus rentrer une machine puis sortir une machine à la fin. Il y a une grande économie de temps. Donc, au total, on sauve environ 25 à 30 d'économie de temps. Puis, pour faire une petite image en GES, une façade 2 ou 3 étages environ assez traditionnelle, à tous les 1000 pieds carrés, en mètres carrés, 100 mètres carrés. 100 mètres mètres carrés. carrés, ça équivaut à 6 tonnes de GES évitées. Donc, qui sont les... Une façade, là, Ouais. juste une façade évite 6 tonnes de GES. D'accord. Donc, Fait que notre entreprise, on réalise près de 500 chantiers de façade par année. Donc, c'est l'équivalent, juste avec maçonnerie Graton puis briques recycle, d'éliminer 750 voitures par année sur la route. Fait qu'on était la première solution dans le monde de la construction. Bon, innovation à impact, on est vraiment dans ce sujet-là. Comment s'est fait la rencontre entre Cavic et entre Brick Recyc, Franck, et qu'est-ce que cette collaboration a permis de nourrir, justement? Alors, j'ai une amie architecte qui était sur un congrès à Montréal, qui est spécialiste dans le réemploi de béton, et qui m'a dit, Franck, toi qui es dans les machines innovantes et qui améliorent, je dirais, les conditions de travail, il y a une entreprise qui a créé cette machine qui permet de résoudre ce problème de nettoyer la brique. Alors, en Europe, on a ce marché qui est émergent aujourd'hui, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. On est vraiment pour faire du réemploi, essayer de préserver justement, de sauver du GES, donc du CO2. Aujourd'hui, on le voit sur Paris, par exemple, beaucoup de chantiers demandent à faire du réemploi pour réemployer les matériaux qui peuvent être aussi bien les fenêtres, les sols, le béton. Et la solution de la brique pose un problème du nettoyage du mortier. Et donc, eux ont trouvé la solution. Moi, je me suis présenté à eux en frappant à la porte dans leur bureau à Verdun. J'ai rencontré Olivier Dacosta, qui est le directeur commercial, on va dire, monde, qui est chargé de développer le produit dans le monde. Et puis, nos entreprises se sont mariées pour développer au départ le marché français, ayant gagné un prix l'année dernière, le prix de l'innovation du Cèdre et celui du Mat d'Or cette année. Brick Recyc m'a demandé de développer en Europe la distribution de la machine, la location de la machine. On a vendu nos premières machines au Danemark aujourd'hui, un pays pionnier dans le domaine. On va travailler sur des démonstrations en Angleterre à partir du mois de septembre. On était présent il y a 2 mois sur place. On a des machines qui ont été louées, une qui est vendue ce mois-ci en France. Donc le marché démarre. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller plus loin que notre métier aujourd'hui. Donc on doit développer l'environnement du réemploi de briques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Franck? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution pour nettoyer. Ouais. Il y a une demande des architectes, des collectivités locales, des maîtres d'ouvrage en général pour utiliser de la brique de réemploi. Mais personne en France n'a une vraie plateforme pour pouvoir vendre de la brique de réemploi. On va s'inspirer de ce qu'a fait Tommy à Montréal avec Web Recyc pour essayer d'aider nos clients, nos partenaires à créer ces plateformes en France pour pouvoir justement recycler plus facilement la brique. Parce qu'on s'est aperçu que nous, on a la solution de nettoyage, mais que en amont, Ouais. il faut sourcer la brique, trouver les gisements, la caractériser, faire les études derrière et après la distribuer, c'est-à-dire avoir quantité de briques dans les couleurs qui sont demandées pour le client et qu'on puisse avoir la caractérisation, c'est-à-dire qu'on ait fait une étude pour pouvoir réutiliser cette brique. Le réemploi de la brique, Tommy, oui, c'est forcément un boulevard de développement pour cette machine, pour l'innovation que vous avez mise au point. Une brique de réemploi, c'est une brique qui a les mêmes caractéristiques qu'une brique neuve, au final?
Ben, à l'époque, une brique de réemploi, c'est un cachet original. Donc, chaque ville, chaque métropole dans le monde, chaque quartier a souvent sa particularité. Ouais. Puis, Brick Classic permet de conserver ce look-là d'origine Ouais. que quand on visite une ville, ben, l'urbanisation fonctionne avec le quartier. Puis, plus ça allait, plus on jetait notre patrimoine, puis plus ça allait, plus on mettait de la brique américaine. Donc, on était en train de dénaturer nos villes. Puis, on est arrivé juste au bon temps avec notre innovation parce que partout dans le monde, c'est le même constat. Il n'y a plus de mine d'argile. Donc, les gens, ils n'ont plus de capacité de pouvoir garder le cachet. Fait qu'on est vraiment une solution unique pour le réemploi d'une brique. Puis, la qualité aussi d'époque de ces briques-là est super bonne. Je demandais à Franck ce que cette collaboration apportait, qu'est-ce qu'elle apporte à Brick Recycle. C'est une collaboration commerciale, j'entends, mais est-ce qu'il y a une collaboration aussi technologique sur l'évolution, l'amélioration de la machine pour des usages peut-être toujours plus larges, justement? Ben justement, évidemment, quand on travaille dans un pays avec une métropole, des lois, des normes, on est habitué avec nos chantiers. Puis pouvoir parcourir le monde, développer les choses, ben, Frank nous a assisté. Il connaît la législation, il connaît les enjeux, il connaît les modèles de briques, les normes ici, tout ça. Il y a un gros savoir que nous, on ne serait pas capable de faire. Fait que cette collaboration-là est essentielle. C'est comme ça qu'on est capable de changer le monde aujourd'hui parce que tu sais, c'est difficile de percer et de tout savoir les règlements, comment que les villes, les urbanistes, les permis de construction, c'est un monde très complexe la construction. Sans qu'avec, on n'aurait pas été capable de percer le marché européen. C'est un sujet réglementaire. Enfin, tous les marchés en Europe sont, j'allais dire, pertinents pour recevoir l'innovation Brick Recycle, Franck? Toutes les villes qui ont de la brique, donc toutes les villes industrielles depuis le 19e siècle, euh, ont besoin de recycler leurs briques, soit pour reconstruire, soit pour réparer. En Europe, c'est plus pour reconstruire. On s'est aperçu qu'il y a un marché de la brique usé, vintage, c'est-à-dire que comme notre jean, il va être sablé, on va avoir de la brique qui est vendue, qui est très populaire dans les pays comme les Pays-Bas, la Belgique, la Flandre, le Danemark, la Suède, où on va utiliser une brique vieillie Ouais. avec une brique neuve. Donc on s'est dit, c'est un petit peu bête de vieillir une brique quand on peut réutiliser nos briques. Et il y a des briques qui font des centaines, voire des milliers de kilomètres en Europe pour être sur des projets nodés. En plus, notre expertise, c'est que comme on fait de la location et qu'on fait vraiment l'interface avec le client, on remonte des modifications techniques. Et notre modification majeure, par exemple, c'est que les briques nord-américaines industrielles ont des normes très proches, c'est-à-dire Mhm. des dimensions qui ne bougent pas beaucoup. Nous, on va avoir des dimensions qui vont bouger plus avec notre marché européen. Donc, on a fait une modification pour que ce soit très facile à D'accord. modifier le chariot de déplacement de la brique pour pouvoir s'adapter à des modèles de briques différents. Ouais. Ça, c'est un exemple concret qu'on a pu ajouter. Les normes au niveau poussière sont à peu près les mêmes maintenant en Europe, donc il y a un dépoussiéreur qui a été développé. On a rajouté notre expertise dans ce domaine, mettre un système de longopac pour pouvoir justement ne plus toucher les déchets de poussière. Voilà le genre d'amélioration technique qu'on a pu faire en un an. Et comme Brick Recyc est une jeune compagnie hyper dynamique, par rapport à beaucoup de fabricants avec lesquels on travaille, les modifications vont très vite. On arrive à travailler en partenariat entre nos équipes de mécaniciens et la construction chez Brick Recyc de la machine à aller très très vite. C'est-à-dire qu'une innovation, un changement, on arrive à le faire parfois en quelques semaines. Donc on a amélioré la machine et sa fiabilité aussi de cette façon-là. L'adaptation au marché européen, c'est aussi l'idée qu'en Europe, il n'y a plus de raison qu'on continue d'enfouir nos briques, c'est ça, Tommy? C'est exactement ça. Ça me rend vraiment très fier de pouvoir offrir cette solution-là en Europe parce que, comme tu dis, maintenant, il n'y a aucune raison que la brique s'en fout. Bon, arrêtons d'enfouir nos briques. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous voir pour parler de cette innovation à impact. La machine s'appelle Brick Recyc. Elle est dédiée au monde de la construction et du BTP. Et Tommy Bouillon, le président fondateur de Brick Recyc, et Franck David, le président fondateur de Cavic, invité de Smartimo.